Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. C'est une réunion capitale qui s'ouvre ce lundi à New York. Les pays membres de l'ONU vont tenter de mettre au point un traité international réglementant le commerce des armes. Parce que rendez-vous compte, au sein de l'ONU, il y a une multitude de traités qui réglementent toute une série de commerces sur des produits comme la banane. Et pourtant, il n'y a rien, absolument rien en ce qui concerne les armes. Il y a donc urgence. Nous allons en discuter aujourd'hui avec notre invité qui est l'un des fers de lance de cette initiative. Aymeric Elouin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes chargé au sein d'Amnesty International de la campagne Armement et Impunité. Avec d'autres ONG, ça fait près de 15 ans que vous militez pour ce projet, pour l'adoption de ce traité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Syrie, ce conflit en Syrie, est emblématique du combat que vous menez ? Oui, tout à fait. La Russie, en ce moment même, continue à exporter des armes à la Syrie. La Syrie, dernièrement, nous avons sorti un rapport. Dans ce rapport, nous dénonçons les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis par le régime de Bachar el-Assad. Les violences qui sont commises sont d'une atrocité sans nom. Elles sont commises au moyen d'une large gamme d'armes et de munitions. Et la Russie continue en vain d'exporter des armes. En vain parce que dernièrement, un navire chargé d'hélicoptères de combat qui avait été mis en maintenance auprès de la Russie se sont vus refouler à Kaliningrad et l'assureur a refusé de maintenir sa police d'assurance sur ce navire. Donc les hélicoptères ont dû faire marche arrière. Un journaliste nous avait posé la question d'ailleurs, mais finalement ce sont des appareils qui ont été en maintenance. Est-ce que ça change la donne réellement ? Et oui, la donne ne change pas du tout, non, parce que ce soit des armes neuves ou des armes qui ont été réparées, ce sont des armes qui vont probablement servir à commettre les mêmes atrocités que les autres armes utilisées. Donc justement, oui, c'est illustratif. Et qu'est-ce que vous attendez de ce traité, s'il est adopté, donc d'ici la fin du mois ? Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait changer pour une situation comme en Syrie ? Alors, nous, ce que nous espérons, c'est que ce traité change réellement la donne. Si ce traité avait existé il y a 4-5 ans, il y a fort à parier que la Russie n'aurait pu continuer à exporter des armes à la Syrie comme elle le fait actuellement en toute impunité. Pourquoi ? Parce que ce traité aura la particularité, comme vous le disiez en introduction, de responsabiliser, de moraliser les ventes d'armes. Le traité va dire aux États, mettez de côté vos intérêts économiques, géostratégiques, géopolitiques, et prenez en compte systématiquement, lorsque vous exportez des armes, le risque en matière de violation des droits de l'homme ou du droit international humanitaire dans le pays acheteur. Donc on introduit dans le traité un nouveau critère pondérateur qui se traduit par une règle d'or que nous défendons depuis maintenant plus de 10 ans et qui dit « Aucun État ne devra autoriser de vente d'armes dès lors qu'il existe un risque substantiel, entre guillemets, de violation grave des droits de l'homme, du droit international humanitaire. » Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ? Parce que finalement, quand on vend une arme, de toute façon, est-ce qu'il n'existe pas toujours ce risque ? Parce qu'une arme, par définition, ça peut aboutir à tuer des gens, à tuer des civils, des innocents. Donc, est-ce que finalement, par définition, toute vente d'armes risque évidemment de faire des victimes civiles et des atrocités ? Alors, effectivement, toute vente d'armes comporte en elle le potentiel meurtrier qui lui est propre. Naturellement, une arme est destinée à tuer. Par contre, ce que l'on constate, c'est que tous les États n'utilisent pas les armes de la même façon. Tous les États, aujourd'hui, ne commettent pas des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des déplacements forcés de population, des violences sexuelles massives, grâce à l'emploi d'armes qu'on leur a vendues. Tous les États du monde ne connaissent pas le printemps arabe. Avec ces violences. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le recours à la force et le recours aux armes est strictement encadré par le droit international. Donc il existe des normes à respecter, telles que le respect des règles de nécessité en matière de légitime défense, quand vous devez recourir aux armes, le respect des droits de l'homme, qui doit être intégré dans la formation des forces armées ou des forces de police, lorsqu'il recourt aux armes à feu. Alors nous pouvons empêcher, grâce à ce traité, les transferts d'armes vers les pays ou les destinataires qui sont considérés comme étant de mauvais destinataires ou des armes qui vont tomber dans les mauvaises mains, si vous voulez. Donc il y aurait une liste Libye, de pays. Kadhafi. Non, il n'y aurait pas une liste de pays, en fait. Ce serait une analyse qui sera faite au cas par chaque État. Chaque État, au regard du traité, aura l'obligation, à chaque demande d'exportation d'armes, d'évaluer le risque potentiel de violation grave des droits de l'homme dans le pays destinataire. Prenons l'exemple de la Libye. La Libye, pendant 30-40 ans, Amnesty International a documenté largement les violations massives commises par le régime libyen. Disparition forcée, détention arbitraire, exécution extrajudiciaire, procès inique, massacre dans la prison d'Abu Salim à la fin des années 90. On n'aurait jamais dû exporter des armes. Donc finalement, quand un État comme la Libye se présente à un État acheteur et demande à se voir vendre des armes,
qu'il s'agisse un coup d'artillerie, un coup de grenade lacrymogène, un coup de tank, il faudra refaire systématiquement l'évaluation au regard du passé et de la pratique en matière de droits de l'homme du pays acheteur. Effectivement, oui. Si on se rend compte qu'il y a un risque parce que la pratique antérieure montre qu'il y a déjà eu un recours massif et excessif à la force entrée en déviolation grave des droits humains, on devra empêcher le transfert d'armes. On a vu que les conséquences sont dramatiques, effectivement, notamment en Libye, puisque ces armes, elles ne sont pas seulement en Libye, loin de là, elles sont apparemment entre les mains de différents groupes dans le reste de l'Afrique. Ouais, alors, quelle est la position de pays fournisseurs d'armes comme la Chine, par exemple, à commencer par les pays qui semblent les plus hostiles à ce traité? Parlons de la Chine, notamment. Alors, la Chine est un pays assez particulier. La Chine est un grand exportateur d'armes. Elle continue à jouer le jeu du processus de négociation sur le traité, sans avoir jamais émis formellement de grande opposition. Mais clairement, elle a des lignes rouges. C'est-à-dire qu'elle n'exportera, elle refusera de soutenir un traité où il sera question d'une référence aux droits de l'homme. Pour la Chine, toute référence aux droits de l'homme dans un transfert d'armes implique une forme d'ingérence possible dans les affaires intérieures de l'État. Pour la Chine, au nom de quoi, moi, Chine, j'évaluerai la pratique en termes de respect des droits de l'homme dans le pays acheteur. Donc ils ne veulent pas ces critères-là dans le traité. Ils ne veulent pas non plus que le traité couvre les armes légères et de petit calibre. Parce qu'ils vendent beaucoup d'armes légères de petit calibre. Ils vendent énormément d'armes légères et de petit calibre. Et d'ailleurs, on peut dire, ils inondent l'Afrique. L'Afrique est inondée d'armes légères chinoises, on en retrouve au Soudan, au Darfour, on en retrouve en RDC. Ça va du lance-grenade en passant par la AK-47, la fameuse AK-47. Donc la panoplie d'armes est extrêmement variée et forte. Alors évidemment, on peut comprendre que pour la Chine, ça soit un problème qu'un traité couvre ce type d'armes, puisqu'elle pourrait éventuellement perdre des clients. Et par contre, l'Afrique attend beaucoup de ce traité. Quelle est la position de pays où il y a une prolifération d'armes, que ce soit la Côte d'Ivoire ou encore la République démocratique du Congo? Quelle est la position de ces pays africains? Alors, l'Afrique est un continent nuancé. On pourrait croire que l'Afrique soutient d'un bloc l'idée d'un traité, parce que c'est un continent affecté. En réalité, il n'en est rien. Entre l'Égypte au nord de l'Afrique, en passant par les puissances que vous avez évoquées au milieu de l'Afrique et ensuite l'Afrique du Sud, vous avez de grandes disparités. Dernièrement, l'Égypte, au nom des pays arabes, a quand même réussi à torpiller une position commune de l'Union africaine en faveur du traité. Aujourd'hui, les pays arabes ont un lobbying extrêmement puissant tendant à lutter contre le traité. Parce que pour un pays comme l'Égypte, perdre la capacité à s'armer, que pourrait entraîner éventuellement un traité, est un vrai problème en termes de sécurité nationale. D'autres pays africains, comme le Kenya, le Nigeria, sont plutôt proactifs et soutiennent un traité. La Côte d'Ivoire, dernièrement en février, lors des dernières réunions préparatoires, parlait de la nécessité d'un traité. Côte d'Ivoire qui a été affectée, largement affectée, comme on l'a vu ces dernières années, par la violence armée, le massacre de Douéké. Donc il y a une conscience très forte de la nécessité de contrôler ces armes, et notamment les armes légères et de petit calibre. Amnesty International considère que 60% des violations des droits de l'homme sont commises au moyen d'armes légères et de petit calibre. Donc oui, il y a des pays africains qui sont demandeurs, d'autres qui ne le sont pas du tout. Alors parlons maintenant des pays occidentaux, parce qu'il faut rappeler tout de même qui sont les principaux fournisseurs d'armes. On a les États-Unis, c'est largement en tête, environ 30% de ce marché. Si ce n'est 50%. Si ce n'est 50%, d'accord, encore plus que mes indications. Et puis il y a la France également, qui est le 4e exportateur d'armement de tout type au monde. Quelle est la position de ces pays occidentaux? Est-ce qu'ils sont favorables à ce traité? Oui, alors la France est le 4e exportateur d'armes mondial au monde. Alors ça, tout le monde ne le sait pas, mais oui, on est une puissance industrielle en matière d'armement et on vend beaucoup. La France, avec l'Angleterre, fait partie des États qui soutiennent le traité. La France a une position relativement forte publiquement, elle la défend. Elle veut un traité qui soit fort, avec l'inclusion des droits de l'homme, du droit international humanitaire. Qui soit contraignant. Qui soit contraignant également. Elle demande une référence également au développement socio-économique, à la question de la corruption qui est quand même au cœur du marché de l'armement, donc elle veut qu'il soit intégré dans le traité. La France veut que les munitions soient incluses dans le traité, et c'est une démarche que nous saluons, parce que finalement, si vous négociez un traité qui ne couvre que les armes et pas les munitions qui servent à utiliser les armes, ça n'a aucun sens. Et en revanche, les munitions, les États-Unis sont plutôt hostiles parce qu'ils vendent beaucoup de munitions. Exactement. Les États-Unis, à eux seuls, produisent et exportent 6 milliards de munitions dans le monde. Chaque année, 12 milliards de munitions sont produites. C'est-à-dire une balle pour tuer 2 personnes, 2 balles pour tuer une personne. C'est absolument faramineux. Les États-Unis disent que c'est trop compliqué,
que c'est trop technique, qu'il y a impossibilité de contrôler les munitions. Alors qu'en fait, on sait que les États-Unis ont des dispositifs de contrôle existants. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est donc de dire aux États-Unis, attendez, maintenant réfléchissez autrement, trouvez les solutions techniques permettant de contrôler ces munitions. Si on ne contrôle pas les munitions, vous savez très bien qu'on n'arrivera jamais à endiguer le flux d'armes vers des pays où il y a un risque de violation grave des droits de l'homme. Alors juste un mot sur la France et sur l'Union européenne qui ont une position plus ou moins commune. Comment expliquer que la France, qui est le 4e exportateur d'armes, soit justement favorable à ce traité? Ça pourrait paraître comme étant peut-être pas très favorable pour la France et pour les grands industriels. Tout à fait. Alors il y a 2 aspects. Et d'ailleurs aujourd'hui, 4 pays appartenant à l'Union européenne ont fait une tribune qui est parue dans l'ensemble des journaux européens. Donc une tribune signée par Laurent Fabius, le ministère des Affaires étrangères, et puis par l'Allemagne, la Suède et l'Angleterre. Et cette tribune appelle à un traité fort. Alors il y a 2 explications à ça. D'une part, au sein de l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne sont déjà astreints à une forme de réglementation. Il y a depuis 10 ans ce qu'on appelle une position commune qui relève de la PESC et qui dit aux États membres: vous devez, quand vous exportez de l'armement, prendre en compte le risque de violation des droits de l'homme. Donc ça existe déjà. Second aspect, c'est effectivement la question de la concurrence déloyale. Des États comme les pays membres de l'Union européenne sont fortement concurrencés par un pays comme les États-Unis, et que tout le monde ait les mêmes règles du jeu. Forcément, la France le souhaite. Merci beaucoup, Aymeric Elouin, d'avoir été notre invité sur France 24. Restez avec nous, tout de suite, d'autres informations.